Je suis heureux ce matin de recevoir Karim Sayed, dont on a vu le film hier soir. Il y a eu un débat avec Olivier Barlet. Merci d'être là déjà. Et puis le principe de cette rencontre, c'est qu'on essaye d'aller un peu plus dans le détail de ton parcours, de ta filmographie, ta démarche. On parlera du film après, histoire de mieux te connaître, d'où tu viens et de quel chemin tu as choisi, parce que chemin, il y a. Et ce n'est pas ta première expérience, évidemment. Tu fais partie d'une catégorie de cinéastes qui, on va dire, se déplacent, bougent. Hein. Puisque il y a des films que tu as fait en Angleterre, des films en Algérie, un film en Angleterre, un film en Algérie, un film en Afrique subsaharienne. Donc voilà, on va commencer, si tu veux bien, par ça, de nous dire un peu comment tu es entré déjà dans le cinéma, à partir de qu'est-ce qui a fait que voilà, tu es rentré dans le cinéma, puis on va avancer petit à petit. Avec plaisir. Merci au festival pour l'invitation et merci d'être là ce matin. Moi je suis né en Suisse, d'un père algérien et d'une mère suisse. J'ai grandi donc en Suisse et je me destinais pas forcément à une carrière dans le cinéma au début. J'ai fait des études de relations internationales à Genève et j'ai commencé moi je voulais travailler dans le domaine des droits de l'homme, plutôt le développement. J'ai commencé à travailler là-dedans et en fait la bascule qui m'a fait un peu tourner dans le cinéma, c'est entre 2010 et 2011, j'ai travaillé en Algérie, je suis resté plus d'une année là-bas. Et à mon retour en fait en Suisse, c'était Travailler, pardon, aux Nations Unies. Ah, j'ai travaillé au programme Nations Unies pour le développement là-bas. Et puis ça m'a pas plu. Je devais aider à développer le Parlement, mais d'un Parlement fantoche un peu. J'ai beaucoup appris, mais par le négatif on va dire. Et je suis rentré en Suisse. Et là, c'est là où il y a eu un peu la chance et le point là où j'ai eu mon école de cinéma, on va dire. Je cherchais du travail parce que j'avais plus de boulot. Et à l'époque, il y a un fonds qui se crée en Suisse francophone qui s'appelle Cinéforum, qui en fait mutualisait le fonds des différents cantons francophones, bref, pour un mini CNC, on va dire, ou un fonds régional pour parler comme en France. Et je me retrouve par le père d'un ami qui connaît le secrétaire général de cette institution, assistant, super assistant, où en fait je suis là pour monter les meubles du bureau, le conduire, mais en même temps vérifier les Excel des plans de financement qu'on reçoit pour les projets. Et en fait, à la fin, je commence à recevoir tous les projets. C'est moi qui dois les amener aux experts, j'assiste aux commissions, je prends les notes. Et en fait, je découvre ce monde et un peu au début, c'est au culot parce que je lis des dossiers et je me dis, ah oui, il n'a jamais fait de cinéma ou il n'a pas fait d'école, il peut prendre 80 000. Je me disais, je ne suis pas sûr de savoir faire un film, mais écrire quelque chose comme ça, je suis sûr que je sais faire. J'ai fait une année là-bas, j'ai terminé, j'ai rebossé une année dans une ONG, mais là, j'avais la graine qui était plantée. Et j'avais compris un peu le système. Et je connaissais maintenant aussi les producteurs en Suisse, parce que forcément, j'étais leur interlocuteur. Parce que quand vous allez demander quelque chose, vous demandez d'abord à l'assistant plutôt qu'au chef. Donc ils m'identifiaient et moi je les identifiais. Et j'ai compris que pour espérer se faire financer un film, il fallait déjà que j'en fasse un. Donc j'ai fait un premier film tout autoproduit, tout seul, en Algérie, sur un autre de mes cousins d'ailleurs, qui s'appelait Avancer l'arrière. On l'a fait. On s'est fait sélectionner un petit festival à Alger à l'époque, les Journées cinématographiques d'Alger. J'étais très fier. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais aller voir. J'ai au moins ma carte de visite pour aller voir une productrice et lui dire. Et ce film-là, tu l'as financé il n'était pas financé. Auto... Vraiment, c'était tout seul, quoi. Ouais. On m'a prêté une caméra, un pote m'a aidé à faire le montage. Et puis après, c'est le conte de fées qui commence parce que j'écris du coup mon premier court-métrage, Babor Casanova, à Alger. Je le présente à une productrice, qui est la productrice qui m'a accompagné jusque-là. Et là, c'est le conte de fées parce qu'elle accepte de me produire. Donc déjà, ça, c'était génial pour moi. Mais on a tous les financements du premier coup. Et puis, le film a une super carrière. On commence à Locarno et on commence à faire plein de festivals et tout ça.
Et peut-être ce que j'ai appris aussi de cette expérience, c'est que je voyais beaucoup des gens qui sortaient d'école, qui avaient un premier succès en court-métrage, et pour lesquels souvent c'était dur d'enchaîner parce que Qui sortait de quelle école? d'école de cinéma en Suisse, je disais la Aide ou l'École par exemple. Mhm. Et, et voilà, souvent c'est normal aussi. Vous êtes dans votre bulle pendant 3 ans, votre film marche, vous êtes peut-être le seul de votre volet parce que c'est à peu près ces ratios. Et c'est très dur d'enchaîner la suite. Et moi j'ai su, en fait, dès qu'on avait Locarno, j'ai dit là il faut que j'écrive tout de suite le long parce que je savais ça va parler de moi. Donc... Mhm. Fallait enchaîner. Et j'ai enchaîné et voilà, je suis toujours là aujourd'hui. C'est super. Alors c'est curieux parce que c'est des coïncidences. On ne va pas surcharger le hasard, mais c'est parce que nous, hier, on avait un cinéaste qui a travaillé et qui a fait un documentaire sur son cousin, justement. C'est un peu curieux. Et c'est un cinéaste aussi qui, au départ, ne comptait pas faire du cinéma. Il a fait d'autres études. Pourquoi les cousins déjà au début? C'était parce que c'est plus rassurant, parce que c'est plus simple, c'est parce que tu connais mieux leur Non, histoire? je pense que parce que ça représente, bah, ça vient de moi aussi, c'est-à-dire dans ma, donc je suis moitié algérien, moitié suisse. Mon père vient d'une famille très populaire en Algérie, ma mère plutôt de la classe moyenne, on va dire. Donc j'ai deux cultures, mais aussi socialement deux mondes. Mhm. Et en fait, mes cousins, simplement, c'était l'accès à l'intimité on va dire, de gens qui sont à des années-lumière de ce que je vis socialement ou quoi, et les chances et les privilèges que moi j'avais. C'est-à-dire, mes cousins, là, 99% ne sont jamais sortis d'Algérie, sauf peut-être celui qui est parti en Angleterre et il a dû le faire clandestinement. C'est d'autres conditions de vie, pas du tout les mêmes opportunités que moi j'ai pu avoir en Suisse. C'est-à-dire, c'est quand même plus compliqué là-bas. Et je pense que c'était tout bêtement, au début, un accès à un type, à une classe sociale. Et il y a vraiment un truc aussi par rapport à pourquoi filmer l'Algérie et à travers ça les cousins. C'est nous, on allait en Algérie avec mes parents chaque année jusqu'à, je suis de 84, donc jusqu'à 94. Et après, pendant une dizaine d'années, on n'y est pas retourné à cause de la guerre civile. Et c'est vrai que pendant toute cette période, j'étais friand de cinéma algérien. J'ai des souvenirs de films de Mirza Kalouach, à l'époque Nadir Moknesh aussi. Et c'était une Algérie que je découvrais à l'écran en fait, parce que je me disais, ah bon, ils parlent français, ah bon, ils boivent de l'alcool, ah bon, ils ont des petites copines, ah bon, c'est comme ça en fait. Parce que l'Algérie que moi je connaissais, celle de mes cousins, bah, c'était pas ça en fait. Et il y a eu aussi un moment et un truc, je me disais, mais cette Algérie de mes cousins, je la vois pas à l'écran en fait. Et enfin, ces classes sociales ou ces gens, je les vois peu à l'écran. Et il y avait, je pense, d'où j'étais, de mon extériorité, peut-être de ma naïveté des fois aussi d'avoir grandi là-bas, l'envie un peu de réparer ça et puis de faire. Parce qu'à la fin, je me disais, voilà, finalement, 80% des films qui représentent l'Algérie, en tout cas dans la fiction et tout, finalement ne parlent que de 15-20% de la population. C'est très bien, il le faut. Mais j'avais envie d'essayer de faire exister les autres. Oui, on le voit bien ça, effectivement, parce que c'est pas pour médire des diplômés des écoles de cinéma, mais c'est vrai que, en tout cas, cette génération-là des années 80, nous en avons rencontré plusieurs qui n'ont pas forcément fait au départ des études de cinéma, qui ne connaissent pas forcément ce milieu, qui sont curieux de dire des choses de leur milieu, en général populaire, et qui arrivent avec une approche qui nous étonne beaucoup, qui nous intéresse énormément, c'est-à-dire à la fois une espèce de distance, on va dire, hein, de quelqu'un qui a envie de savoir, et en même temps de proximité par rapport au personnage. Le tout créant une espèce d'humilité, comme ça, de caméra à hauteur d'homme, et qui fait que cette réalité, on la voit déjà autrement. Ce n'est pas à travers une fiction, à travers des documentaires. Et nous sommes très très étonnés, c'est ça qui a fait que, effectivement, quand on a vu le film de G, on a retrouvé exactement cette démarche-là, c'est-à-dire une espèce d'attention, enfin, tu me corriges, hein, après tu vas nous expliquer un peu comment tu as travaillé, mais moi je le vois du point de vue de la réception, hein, je ne vois pas forcément la fabrication, une très grande attention au personnage, et respect au sens presque étymologique du terme, tu attends que les gens s'expriment, etc. Et la caméra prend, et puis une espèce de continuité comme ça qui fait que on est presque avec eux. Et
la caméra ne surplombe pas avec un discours préalable ou un préjugé. Et du coup, malgré la gravité parfois des sujets, il n'y a pas de pathos, mais on comprend vraiment mieux leurs conditions de vie, leur travail. Donc j'aimerais bien savoir, pour parler du film d'hier, comment tu l'as pensé au départ, parce que c'est quand même loin aussi, c'est déjà loin de la Suisse, c'est même loin de l'Algérie, tu es encore allé plus loin, quoi, vers le sud. Comment tu l'as pensé dès le départ? Est-ce que c'était pensé, tu as écrit des choses, est-ce que tu as précisé ta démarche? Là, disons, par rapport à ce que tu disais avant, en fait, pour l'instant, dans les films que j'ai fait, l'Algérie a toujours une centralité. C'est-à-dire que si je pars en Angleterre, c'est parce que il y a ce cousin, et puis il y a un peu ce choc des trucs. Et puis là, j'avais envie d'aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire notre frontière sud, un peu. Et en fait, l'envie à la base, alors il y a un matériel cinématographique incroyable qui est le Sahara, donc ça, je ne le cache, je ne l'apprends à personne. Mais ce qui a germé, c'était... J'étais allé déjà à Tamanrasset en bus depuis Alger à l'époque, en 2007. Ça m'avait déjà marqué, parce qu'il y avait déjà des gens subsahariens qui essayaient de monter, l'armée qui est très raciste avec eux, qui les maltraite, qui les arrête et tout ça. J'avais vu ça, déjà ça m'avait un peu choqué. Mais ces dernières années, il y a des expulsions massives de migrants au Niger depuis l'Algérie. Et puis on parle de centaines, dizaines, centaines de personnes qui sont abandonnées dans le désert, lâchées comme ça. Beaucoup meurent en fait. Il y a des enfants, des femmes et tout. Et puis il y avait toujours une position depuis Alger où je trouvais, malgré tout, même nous les Algériens du Nord, on a un regard orientaliste sur notre Sud. C'est-à-dire que soit c'est du tourisme et finalement on y va, on se met un chèche, on fait des photos sur les dunes et puis tout ça c'est beau, le thé, les Touaregs. Soit alors c'est une espèce de brouillard sécuritaire, on parle de trafiquants, de terroristes, c'est dangereux, faut pas y aller. Et puis, il y avait un peu une envie d'y aller, voir ce qu'il en était vraiment. J'ai très vite compris que ce serait compliqué, impossible, voire compliqué de le faire du côté algérien, d'aller voir cette frontière et tout, parce que c'est des zones militaires et que c'est très compliqué d'avoir des accès. Et c'est là arrive le deuxième point finalement de ce film, c'est un cher ami que je connais depuis des années qui s'appelle Philippe Dudouis, qui lui documente depuis plus d'une dizaine d'années toute cette région, c'est-à-dire il était avec le MNLA sur les pick-up quand ils sont rentrés à Gao, il est parti jusqu'en Libye, enfin il a vraiment, depuis une dizaine d'années, beaucoup voyagé dans la région, et il a beaucoup de réseaux là-bas. Et en fait, je suis allé le voir au début en lui disant, mais écoute, bon, c'est compliqué de faire en Algérie, est-ce que finalement si j'allais du côté du Niger, ce serait plus facile? Enfin, il me dit c'est possible, mais il me dit je vois pas quel film tu vas faire. Et me dit par contre, il y a une mine sur la frontière algérienne, 9000 personnes à 2 km de cette frontière. Et là, je pense que tu aurais ta thématique de la frontière avec l'orpaillage en plus. Et moi, je découvre ça à ce moment-là. On va en repérage une première fois, sauf que cette mine, en l'occurrence, Tchibarakaten, elle s'appelle, elle est extrêmement éloignée du coup d'Agadez. On était à 3 jours de route. Et même le premier jour, on devait rester 3 jours. On avait le Big Boss qui nous accueillait, on avait nos Touaregs avec nous qui nous... Mais après 1 jour et demi, on a dû partir parce que deux blancs là, quelqu'un appelle pour l'autre, lui dit il y a de l'argent, je sais pas, on a dû quitter. On s'est rendu compte que c'était pas possible en termes sécuritaires, de travailler de la façon dont on a envie de travailler, c'est-à-dire en prenant le temps et tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré les personnages des passeurs. Parce que c'était nos chauffeurs pour ce repérage. Donc on a fait 3 jours aller, 3 jours retour, compter les pannes en route, les trucs, les machins. Vous avez le temps de discuter, puis de vivre aussi un de ces voyages. Avec un peu cette pression de la sécurité, du truc. Et en revenant, c'est là où on s'est dit, bon, il nous faut une mine plus proche. Où en tout cas, il faut qu'on puisse maîtriser un peu plus les éléments. Et je me suis dit, la question de la migration, en fait, mes personnages, ils sont là. Et c'est comme ça que je suis arrivé finalement. Donc il y a beaucoup d'étapes, mais c'était un voyage en soi, toute la démarche. Oui, ça nous conforte justement dans l'idée que effectivement, c'est pas quelque chose qui est d'emblée établi, qu'il faut absolument faire, quelles que soient les conditions. C'est au hasard de
du processus de préparation que finalement le sujet est venu presque naturellement à toi? Disons, il y avait cette ambition d'en tout cas toucher à cette question de la migration, en fait, voilà, de cette zone qui est finalement une zone de passage, etc. C'est oui, aujourd'hui, quelqu'un qui vit là-bas, le monsieur un peu lambda et tout, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, c'est quoi, enfin un jeune homme ou comme ça, c'est quoi ses choix un peu, ses options, ces trucs. Et puis, la migration, de fait, faisait partie parce que c'était une grosse partie de l'économie là-bas. Et puis l'orpaillage, c'est l'autre truc qui est très important maintenant. Donc, c'était justement, le dernier truc, peut-être ça va être plutôt la rébellion armée et tout ça, mais ça, c'est pas ce qui nous intéressait. Donc, mais oui, après je pense que c'était aussi, dans mon cas, à la différence de peut-être l'Algérie où je me sens peut-être aussi plus légitime, où je connais mieux aussi, il y avait aussi effectivement une grosse humilité par rapport à... J'apprenais en découvrant l'endroit, donc j'aurais trouvé peu adéquat d'imposer ou de vouloir faire rentrer dans ma case. En fait, la réalité de ces gens, c'était plutôt à moi de m'adapter à ce qu'on pouvait faire et ce qu'ils avaient à transmettre. Très bien. Je suppose que vous avez vu, enfin beaucoup d'entre vous ont vu le film, donc j'imagine que vous avez des questions, c'est bien que vous les posiez. J'en ai moi-même, mais je préfère que vous interveniez. Hier, j'ai écouté les échanges après la projection et j'ai noté, et je voulais avoir la confirmation, si j'avais bien entendu, que vous aviez été amené à payer des personnages. Est-ce que vous pourriez préciser cela? Oui. C'est très simple. Je l'ai fait dans tous mes films. Hein. Mais quand vous allez... alors, premièrement, sans les payer, il n'y aurait pas de film. Hein. Ça, c'est une évidence. Vous arrivez d'un des pays les plus riches du monde, dans un des pays les plus pauvres. Le minimum d'éthique, c'est de partager. Je ne me vois pas, moi, pouvoir vivre une année... de parler de la misère de ces gens et puis leur dire non mais vous comprenez, pour le cinéma en fait ça pervertirait le propos si je ne vous payais pas. Donc ça c'est quelque chose pour moi, voilà, dans la question éthique c'est fondamental de partager, de faire profiter les gens de ça parce que sans eux il n'y a pas de film. Et la deuxième chose c'était tout simplement, je vous dis, c'est pas possible de le faire sinon. Mais c'est comme mon film sur les moutons, je suis dans une cité d'Alger, je peux très bien leur dire oui, non, mais tu comprends, le cinéma, on ne paye pas, mais le lendemain, on n'a pas de voiture, on n'a plus de caméra. Et je sais qu'il y a des gens pour qui, effectivement, éthiquement par rapport, on dit que ça change le rapport du filmé à la caméra. Mais... en tout cas, je pense, je le ferai pas pour chaque film, c'est-à-dire c'est pas, mais dans les milieux où j'ai tourné mes films précédents, en fait, c'est toujours une évidence pour moi, effectivement, parce que, à l'inverse, éthiquement, je ne me verrais pas demander à quelqu'un qui nous voit avec du matériel à 10 000 € venant, partant, de comprendre qu'en fait... on lui prend du temps, on leur prend du temps à ces gens. Ils naviguent, ils galèrent dans leur journée, ça veut dire on leur demande d'être disponibles. Et ouais, donc c'est un choix assumé. Bien, très bien. Oui, madame. Juste dans la continuité de cette question, donc vous avez pu comprendre, analyser les questions du paiement, la hiérarchie des paiements, est-ce que vous avez payé direct? Comment vous avez pu analyser à qui payer, comment payer et le prix à payer? Alors oui, donc ça c'est pas moi qui m'en occupe, jamais s'occuper des questions d'argent directement avec les personnages. Vous avez quelqu'un qui va s'en occuper à votre place, qui fait le sale boulot. Non, après généralement, ça c'était les choses où moi généralement il y a les 4 personnages, on va dire principaux, à qui... voilà, c'est à ceux aussi à qui on demande le plus de temps et qui est négocié en amont. Et après, on va dire, c'est pas forcément de l'argent, mais je sais que par exemple sur la mine, il y a pas mal de moutons qui y sont passés, par exemple. On a dû acheter 7-8 moutons pour des choses comme ça, où vous allez ramener un sac de 1000, ou vous allez ramener... Ça, de nouveau, c'est les gens sur place, c'était nos
nos accompagnants, les Touaregs, on leur a donné, voilà, nous on a un budget, on peut donner jusqu'à ça, et c'est à vous après de prendre. C'est vous qui savez ce qui est le plus adéquat, et voilà comment ça s'est passé. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous avez les autorités aussi, les autorisations, on avait une escorte militaire est à votre charge, vous louez les voitures de l'armée, l'essence, vous devez payer le solde des soldats, c'était un gros budget de tournage. Oui, madame. Je voulais savoir si tous ces gens vous avez filmé, s'ils ont vu le film. Alors, les 4 personnages, les chauffeurs, je leur ai envoyé le lien. Je sais que Ibrahim, en tout cas, le sage, un peu, l'a vu, il a bien aimé. Les autres m'ont dit que oui, mais je les soupçonne de ne pas l'avoir vu. Bah non, ce que je dis à tout le monde, le rêve serait de pouvoir un jour retourner à Agadez pour faire une projection là-bas, mais effectivement en ce moment c'est un peu compliqué au vu de la situation. Et puis aussi, bah voilà, ce serait pareil, c'est la question qu'on se pose aussi. Si on avait les fonds pour aller organiser une projection là-bas, est-ce que finalement les fonds ne seraient pas mieux utilisés à les donner pour qu'ils mangent les gens là-bas et tout ça, quoi. Enfin, il y a un peu un truc juste à trouver, étant donné que la situation est quand même compliquée sur place en ce moment, quoi. Quand vous parlez du premier lieu où vous êtes allé par rapport à l'or, c'est une exploitation industrielle dont vous parlez? Alors non, c'est tout ce que vous avez comme mine là pour l'instant, c'est tout des exploitations un peu. Alors c'était un peu plus industriel que ce qu'on voit dans mon film. Ils ont peut-être des plus grosses machines, etc. Mais à la base, en tout cas celle où on était, c'est un des gars qui gère cette mine est un des premiers qui avait trouvé ce site, qui a fait pas mal d'argent, qui l'a réinvesti. Mais généralement, ce n'est pas des entreprises et tout. C'est souvent, vous avez des anciens rebelles Touaregs qui ont pris des choses, ou vous avez c'est des gens du coin, en fait. Mais si vous voulez, c'est-à-dire que dès que la migration a été stoppée ou interdite, c'était un tel manque à gagner que vous avez quand même un historique de rébellion dans la région. Il y en a déjà eu 2 rébellions Touaregs précédemment. Bah, l'État a commencé, encore avec ce qui se passait au Mali, avec la chute de Kadhafi et toute la circulation des armes. Je pense que le gouvernement de Niamey avait très peur que ça reparte. Donc c'est pour ça qu'ils ont toléré, en fait. Ils se sont dit mieux vaut les laisser exploiter ça, moyennant quelques taxes ou quelques arrangements de la sorte, que de l'interdire. Mais après, la question m'avait été posée hier aussi à la sortie du cinéma. Par contre, pour les grosses entreprises étrangères, c'est très peu rentable en fait de développer une exploitation intensive ou industrielle parce que c'est très difficile d'accès, il n'y a pas d'infrastructure de route. Et surtout, sauf erreur, ça demande énormément d'eau, de nettoyer l'or, etc. Et donc, c'est très compliqué et très coûteux d'être rentable dans ces régions. Et c'est la raison pour laquelle je pense, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de gros promoteurs. On parle souvent des Australiens et des Canadiens dans les compagnies qui vont faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est pas... il n'y a pas de grosses compagnies encore, ou je ne sais pas. Merci. Je suis assez peu informée sur ce pays, mais c'est vrai que j'étais un peu... ça m'a beaucoup intéressé, votre film. Je l'ai beaucoup apprécié d'un point de vue esthétique déjà, okay. Et après, parce que c'est une belle ouverture sur le Niger. Et en fait, je me souviens au début du film, il y a un personnage qui dit que ceux qui ont été à l'école se débrouillent mieux. Et je me suis demandé justement quelle autre alternative ils ont. Je ne connais pas, quelle est l'autre possibilité dans ce pays qui est effectivement complètement sous l'emprise de la guerre et de conflits. Qu'est-ce qu'il leur reste d'autre pour ceux qui ont fait un autre parcours en fait. Je sais pas, le truc de l'école c'est marrant parce que je pose toujours la question un peu à chaque personnage, chacun veut un peu sa théorie, l'un il dit il faut aller à l'école, l'autre il dit l'école c'est nul. Moi c'était un peu, ça m'amuse toujours de voir les rapports de chacun. Ça. Non, je pense si vous êtes à Agadez aujourd'hui, et en toute humilité de ce que j'en sais, c'est une ville de passage, ça a toujours été
une ville qui sépare, on va dire, le Maghreb de l'Afrique noire. Enfin, pour un Suisse, par exemple, mon côté suisse, je vais vous dire, c'est comme les Alpes. La Suisse a toujours bénéficié de ce passage entre le nord et le sud de l'Europe. Donc, c'est des gens qui, historiquement, ont toujours transporté les marchandises d'un côté à l'autre. Le problème, c'est que quand les marchandises changent, les frontières arrivent, se ferment, donc ça les contraint. De ce que je peux dire, c'est dans les années 70 jusqu'aux années 90, c'était le tourisme. C'était ces gens-là promenaient les gens sur les dunes, le Paris-Dakar, qui était une énorme source de revenus. La famille qui nous a accueillis, Mano Dayak, qui a été le chef de la première rébellion et qui a beaucoup favorisé le Paris-Dakar, les tournages, Bertolucci qui est venu tourner un Théosard là-bas, tous ces trucs-là, c'était ça la source de revenus. Donc quand la sécurité se dégrade, que les étrangers partent, catastrophe économique, que se passe-t-il? C'est là où plus ou moins les Français attaquent la Libye, enfin les Français, la coalition, et Kadhafi tombe. Et là vous avez cette frontière qui s'ouvre. Vous prenez Ibrahim est un Toubou. Les Toubous sont un peuple entre le Tchad, le Niger et la Libye, et c'est eux finalement, eux qui avaient eux-mêmes été un peu marginalisés par Kadhafi, eux c'est à la place de maintenant emmener des touristes sur des dunes pour faire des photos, on emmène des Ouest-Africains en Libye pour ça. Et quand vous leur coupez ça, de nouveau, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? C'est-à-dire, chaque fois, en fait, de toute façon, les gens passeront, comme il le dit à un moment, la Libye s'est ouverte, c'est un grand désert. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de passer. Par contre, plus vous criminalisez les choses comme ça, plus vous les poussez vers, si on ne peut plus ramener ces choses ou ces gens, qu'on n'arrive plus à en vivre, on va ramener de la drogue ou des armes. Ou on va commencer à ramener d'autres choses. Ou alors on va à un moment être fâché à juste titre, et puis des gens viendront nous donner une arme et nous payer un solde en nous disant « on va te battre ». Donc c'est ça la question un peu, c'est-à-dire les opportunités. C'est-à-dire ces gens vivent de cette zone de passage. Plus cette zone de passage est contrainte, plus ils vont devoir aller vers des marginalités ou vers l'illégalité en fait. Oui, j'avais une question. C'est concernant, puisqu'on a parlé là, l'école a été évoquée, mais avant c'était la question des échanges qui ont lieu pendant comment faire que le tournage aussi soit un lieu de partage sur la question économique. Mais je me suis demandé, vu que de par le titre, l'objet téléphone qui est présent, là de voir en arrière-plan de votre discussion tout ce qui traverse le festival à Apt aussi autour de la fabrication de films, je me demandais s'il n'y avait pas eu un moment de transmission avec pendant le temps du tournage. Est-ce que la question s'était posée de faire un petit peu atelier cinéma avec les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de l'imaginer, d'être dans une démarche aussi de associer un tournage avec un temps de partage? Je dis ça, c'est aussi quand tu as évoqué l'improbabilité de faire une projection du film. Je me suis dit, alors qu'est-ce qui peut être imaginé autour du cinéma, au-delà de filmer les personnages? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté? Et j'en profite pour poser une autre question, c'est est-ce que tu travailles sur je me permets de te tutoyer direct, sur un nouveau projet de film? Dans quelle direction tu pars cette fois-ci? Alors, concernant la transmission là-bas, moi, c'est plutôt, je suis à disposition, évidemment, si on me demande, s'il y en a le besoin et qu'on me demande, je suis disposé, j'adore ça. Je trouve un peu gonflé de l'imposer, si on ne me le demande pas. Et sur le moment, les contacts, on a eu des contacts avec le centre du cinéma là-bas, avec un réalisateur qui s'appelle Hadj Sani Magori, qui fait des films aussi, qui nous a aidé, avec qui je suis en contact et qui a suivi le film. J'avais un assistant réalisateur nigérien aussi qui m'a assisté, avec qui j'étais en contact, on garde des contacts. Après, c'est vrai que on est dans une situation où on avait évoqué des choses à la sortie du tournage, mais la politique a fait qu'il y a eu ce coup d'État et que il y a deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de gens qu'on connaissait qui étaient à des postes sont plus là.
Et qu'on ne va pas se mentir que le dernier des soucis du gouvernement du Niger aujourd'hui, c'est le cinéma. Enfin là, à Agadez, par exemple, on a tourné, c'était la plus grande base américaine d'Afrique de l'Ouest. Tous les Américains sont partis il y a encore 2 mois. Donc on est dans une situation d'instabilité, en tout cas institutionnelle, et tout ça qui fait qu'effectivement, c'est pas tant d'actualité pour l'instant, quoi. Et pour répondre à ton autre question, là j'essaye de me diriger vers la fiction. Enfin, j'essaye pas, je me dirige vers la fiction. Je viens de tourner mon premier court-métrage en Suisse pour la première fois. Et oui, je suis plus un peu, j'aimerais un peu maintenant m'attaquer à... Alors il y aura toujours un peu d'Algérie et tout ça dedans, mais ouais, j'avais envie de filmer un peu là où j'ai grandi et tout ça, et puis passer à la fiction. Donc voilà. Pour finir, la question, je crois, elle a été posée hier, mais elle est toujours importante pour nous de savoir quelle forme d'expression cinématographique choisir quand on fait un documentaire, parce que c'est évidemment les sujets, surtout quand ils sont aussi importants, comme tu viens de le dire, aussi graves, on se soucie parfois peu, parfois trop, pour des raisons différentes, peu parce que on se dit non, c'est le sujet qui est important, on s'en fout, le cadre, le cadrage, je sais pas, les paysages, ou trop parce que c'est compliqué, une espèce de déni comme ça, esthétisant. Et là, il y a quelque chose, il y a une équation dans ce film qui est très, très étrange, sur laquelle j'aimerais bien que... C'est-à-dire la beauté à la fois des personnages et celle des paysages est là. Elle est là, elle est vraiment là. C'est-à-dire la caméra, on voit bien qu'il y a un souci de valoriser. Comment ça a été géré, ça, ouais. Bah, c'était compliqué. Il y avait avant le tournage une ambition esthétique d'aller chercher un peu dans les codes du western. Enfin, je me permets de le dire, parce que ça fait toujours pompeux si on le dit avant, mais vu que ça a été évoqué hier, je peux l'assumer maintenant. Donc il y avait un peu, enfin voilà, même dans l'appréhension de ce sujet, c'était de se dire, bon, ne pas regarder ces gens de façon misérabiliste, le regarder un peu plus comme des pionniers, c'est-à-dire, enfin, avec cette envie de les regarder comme ça, justement pas dans un souci de suresthétisation et tout, mais de les rendre, voilà, genre actifs, etc. Et du coup, donc, dans les cadres, aller chercher le scope, aller essayer, voilà, d'aller faire des gros plans, des plans très larges, etc. Et après, ben, c'est ce que je racontais un peu hier, mais qui a été compliqué à trouver comme équilibre, c'est qu'on a vraiment ce matériel plus documentaire sur la mine, où on est vraiment là dans un temps à capter, dans cette grammaire d'images-là. Et l'autre grammaire qui était à la limite un peu de la fiction, justement, et qui n'est pas la même. Et c'était pas gagné de... Enfin, on a beaucoup cherché au montage à comment faire coexister ces deux matériaux qui nous ont aussi été un peu imposés par finalement les contraintes qu'on avait. Et une des solutions un peu qu'on a eues à un moment, c'est effectivement, notamment sur la mine, c'est de travailler avec beaucoup moins de plans et des plans plus larges. C'est-à-dire qu'on se disait, on essaie une fois qu'on a compris un peu ces jeunes et puis que c'est eux dont on s'approche, puis on est près d'eux, on revient toujours un peu en se disant, bon, on va travailler ces tableaux où on les laisse un peu lents et puis on va voir plein de choses qui se passent dedans. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on était trop proche d'eux, en fait, on se rendait compte que, alors certes, on était proches, mais que quand même, il nous manquait encore une... En fait, il y avait un moment où on ne pouvait pas y aller trop, parce que si on restait trop longtemps près d'eux, en train de galérer, sans pouvoir aller plus loin par le problème de la langue ou ce genre de choses, et là, ça devenait peut-être un peu voyeuriste, ou je sais pas. Donc on a essayé de... Enfin, le problème sur la mine, c'était vraiment ça. Au début, on était dans des plans très proches, comme mon chef opérateur tourne, beaucoup au 35, à l'épaule et tout. On s'est vite rendu compte j'ai changé de monteur à un moment justement parce qu'on ne trouvait plus de solution. Et c'est lui qui m'a dit, non mais en fait, faisons confiance à ces plans larges. Qu'est-ce qu'on raconte finalement? On raconte ce travail, cette exploitation, etc. On va près d'eux, mais ce qu'on veut voir, c'est ce mouvement, ça roule tout le temps. C'est toujours, ça tire, ça casse, matin, midi, soir.
et sinon un peu de téléphone. Et c'était finalement ça qu'on a voulu mettre en place sur la mine, en se disant les autres nous nourriront un peu avec ces voix et ces choses. Donc oui, pour résumer, je dirais il y a des contraintes sur l'ambition esthétique de base, et puis avec lesquelles on a, par le montage, essayé de répondre, j'espère, du mieux possible, quoi. Mais ça a été en tout cas un long chemin, c'est vrai. Oui, en tout cas, c'est une négociation qui était extrêmement intéressante et j'allais dire, mais déjà bien avancée dans la carrière, encore prometteuse, je veux dire en termes de fiction. Merci. Merci à vous. Karim Sayed, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu. Ta disponibilité, ton amabilité, toutes les explications que tu nous as données. Avec plaisir. Toutes les informations. Merci à vous.